Oui, je voulais rebondir sur ce que Dino vient de dire, peut-être aussi pour reprendre aussi à bras-le-corps une thématique qui a traversé les débats d'hier, à savoir le rapport à la France dans ses relectures historiques. Dino nous a parlé effectivement de registres historiques précoloniaux, de l'arbre à palabres, Tarzan, Marshman, etc. En fait, ce qui nous frappait le plus, vous le savez, je vous souvenez sans doute de tous ces discours ultra-patriotiques, c'est qu'au cœur de la mobilisation de ces jeunes patriotes, il y avait effectivement ce registre anticolonialiste de la seconde indépendance dont Mamadou nous a parlé hier. Alors on peut effectivement l'interpréter de diverses manières, de manière purement instrumentaliste aussi, sur le mode d'une relation compliquée à renégocier dans le système de contraintes, au moment où l'ONU et la France posaient des conditions à la Côte d'Ivoire. Ça, je n'en parlerai même pas. On peut aussi évidemment le lire comme une volonté de certains jeunes, on va justement préciser ces fractions de la jeunesse qui sont concernées, de sortir du tête-à-tête postcolonial avec la France dans un moment économique global aussi de New Scramble for Africa, comme on dit, de diversification des partenariats, mais on aussi peut-être l'interpréter, c'est comme ça qu'on a travaillé avec Dino dans cette perspective, ce registre anticolonialiste comme, tu l'as dit, un langage d'énonciation d'un processus qui est tout à la fois sociologique, politique, économique, un processus de reconfiguration aussi des rapports intergénérationnels, d'affirmation ou d'émancipation, je jette le mot, d'une jeunesse militante, pas n'importe laquelle, qui ne veut plus faire banquette, comme écrivait mon ami Yacouba Konaté à l'époque. Et c'est autour de cette production subalterne de l'histoire, comme le disait Dino, que se jouait une partie justement de cette affirmation de soi dans l'espace public, au sens physique du terme, des espaces de l'agora patriotique, mais aussi évidemment au sens plus large de l'espace public de la cité. Et donc, pour prolonger ce que disait Dino, je voudrais peut-être ici rappeler également comment cette affirmation de soi en tant que sujet moral et politique, réaffirmation d'une dignité en tant que sujet africain digne d'une histoire, n'est pas juste une affaire de discours. C'est aussi une affaire de dispositif au sens foucaldien du terme, qui produit de la subjectivité, mais qui contraint aussi le sujet d'enserrer dans ce dispositif-là, qui était aussi un dispositif extrêmement violent, et dont on verra bien sûr la violence par après, pendant la guerre. Donc, premier point, c'est comment effectivement s'affirment de nouveaux sujets moraux et politiques à travers ces relectures de l'histoire. Ça nous a frappé dans nos recherches, on n'a pas été les seuls d'ailleurs à le constater. Marie Mirand, ici présente, a aussi fait de très très beaux travaux sur ce registre religieux aussi de l'émancipation de soi pendant la crise ivoirienne. Mais ce qui nous frappait, c'est comment finalement ces jeunes-là, ces jeunes de la rue, qui étaient souvent des drop-outs, comme on dit, c'est-à-dire des jeunes qui avaient fait des études, qui ne sont pas juste des gamins, des petits gamins de la rue, mais qui avaient fait des études, mais qui étaient souvent en rupture dans leur parcours universitaire, qui n'avaient pas réussi à s'insérer à la fac ou dans certains petits métiers, comment se sont emparés finalement de ce capital culturel dont ils disposaient pour s'emparer d'un pouvoir historiquement dévolu aux aînés, aux anciens, pour s'extraire de la marginalité, pour s'extraire aussi d'une indifférence sociale et s'affirmer, je le disais, comme sujet de l'espace public, avec le micro en main ou avec les armes, c'était selon, effectivement, patriote au manu ou patriote armé, comme on disait. Et dans ce processus-là, de prise de parole comme processus aussi d'émancipation politique, on voit aussi comment ils négocient avec les chaînes hiérarchiques, avec les relations d'autorité, avec les boss, comme ils disaient, et comment ils essaient aussi, eux-mêmes, de gagner une notabilité, voire, j'allais dire, même une seniorité, dans l'espace de la galaxie patriotique, en usant justement de ces registres historiques que tu évoquais très justement, et le registre anticolonialiste particulièrement a été un vecteur majeur de cette lutte d'émancipation. Je mets des guillemets parce qu'on va voir évidemment que c'est beaucoup plus compliqué que cela. Donc,
je rappelle, je crois que c'est assez clair dans ce qu'on dit, qu'il ne s'agit pas ici seulement d'un discours d'élite imposé d'en haut par quelques intellectuels influents, comme ce fut le cas par exemple au moment de l'ivoirité, où certains intellectuels proches de Bédier avaient créé la cellule universitaire de diffusion des idées du président Henri Konan Bédier. Tu te souviens, Kajim, c'était quand même la Kurdif, c'était quand même quelque chose. Non, c'est aussi un discours qui a percolé, qui est repris par le bas, voire même qui est initié, je dirais, par ces en bas du bas qui s'emparent de ce pouvoir de la parole, de ce pouvoir performatif dont parlait Dino. Et c'est une fraction militante, on va aussi peut-être en discuter tout à l'heure, qui n'est pas issue de nulle part, qui est issue notamment de ces fractions militantes du syndicalisme étudiant, celui de la FESI, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, qui a été l'école de la politique, comme l'a dit Soro en son temps, et qui a été, vous le savez sans doute, aussi la double matrice, à la fois des jeunes patriotes dirigés par Blé Goudet, ex-chef de la FESI, mais aussi de la rébellion. Donc, ils partagent aussi, des deux côtés de la ligne de front, cet univers mental et ces pratiques aussi de faire de la politique de la rue. Je vais y revenir sur ce point parce que c'est vraiment capital. Donc voilà, cette mobilisation du récit historique comme volonté aussi de dévoiler la vérité, comme tu le disais, de dévoiler la vérité vraie, avec ces fameux slogans, vous le savez peut-être, qui sont aussi des harangues du coupé-décalé et patriotique de l'époque. C'est ça qui est la vérité. Cette harangue, Kajim y reviendra sans doute. Alors je vous lis moi aussi, je vous aussi vous enjaillez, une citation d'un orateur du Parlement Yopougon de Sidessi qui se faisait appeler Barnier. Alors Barnier, comme l'ancien ministre français des Affaires étrangères, qui n'est pas resté non plus dans les mémoires, mais néanmoins, on l'appelait comme ça en raison de sa capacité diplomatique à l'échelle du quartier pour arranger les palabres, quoi. Alors Barnier disait ça. Il était au micro juste pour chauffer, pas la salle puisque c'est en plein air, mais pour chauffer. Et alors, je n'ai pas son talent, pardonnez-moi, mais c'est un extrait. Donc, toute chose a une fin. Nous sommes décidés à mener la bataille de Kirina, donc qui fait référence effectivement à la fameuse bataille au cours de laquelle Sundiata, fondateur de Empire Mandingue, avait battu Soumaoro Kanté. Donc nous sommes décidés à mener la bataille de Kirina parce que la France elle-même a acquis son indépendance. La France même a connu son invasion et après elle s'est défaite des envahisseurs. Les nazis, Hitler ont marché sur la France. Ils sont allés déjeuner à la Bastille. Nous, on n'est pas là-bas, mais on connaît votre histoire. Voilà, ils ont marché sur la France. Et le général de Gaulle a appelé à la résistance depuis Londres. Il a appelé à la résistance. De la même façon, le président Laurent Gbagbo nous appelle à la résistance. Et vous nous traitez aujourd'hui de patriotes à la solde du président Laurent Gbagbo. Nous ne sommes pas à la solde du président Laurent Gbagbo. Nous sommes des résistants. Voilà. Nous sommes des résistants à la solde de notre République qui est en train d'être tenaillée par des colons des temps anciens. Ça applaudit. Nous sommes des résistants. Ici, personne n'a une arme. Ici, c'est par la parole que nous allons désarmer la France. Par la parole, nous allons désarmer, nous allons mettre fin à tout ça. Et nous allons coopérer maintenant, ça c'est important, avec la France d'égal à égal. Les temps des contrats juteux, des contrats à 1 franc symbolique à la famille Bouygues sont terminés. Maintenant, c'est appel d'offres. Thabo Mbeki vient avec son dossier. Vladimir Poutine, Jacques Chirac, Tony Blair, George Bush, tout le monde. Avec notre pétrole, vous nous proposez combien ? Afrique du Sud, 44%, bon, toi t'attends un peu. France, 20%, mets-toi derrière. Russie, 50%, ah, c'est pas mal. États-Unis, 52%, c'est bon, ça me plaît, prenez. Voilà, alors là, ça chauffe. C'est comme ça que nous allons maintenant discuter et donner au plus offrant. Nous allons donner maintenant au plus offrant parce que c'est pas normal que nous soyons pauvres dans un pays riche. Le président Gbagbo a décidé de mettre fin à tout ça. On louait le palais présidentiel que vous voyez au plateau là. On louait à la France le palais présidentiel, le palais de l'Assemblée nationale, la primature, le bloc ministériel, le terminal à containers de Vridi, tout ça a été loué. Et on versait de l'argent à la France. Et le président Gbagbo est arrivé. Il dit, bon, votre affaire de location là, ça c'était avec Houphouët-Boigny. Votre affaire de location, on louait même les routes, à savoir même, dit Barnier, si la langue française que je parle n'était pas louée. C'est pas moi, c'est Barnier. C'est assez extraordinaire ce discours-là sur l'aliénation, jusque dans la langue, mais aussi, je trouve ça assez ironique, sur comment le néolibéralisme de la compétition économique peut être le vecteur de l'indépendance. Ça, on peut aussi en parler, quoi. Donc, bon, je ne vais pas non plus être trop long, mais on voit là ce qu'évoquait Dino, aussi à travers cette relation compliquée à la France. On aurait mille autres extraits comme ça à vous raconter, mais on ne veut pas surtout laisser la place au discours, à la discussion. Mais ce qu'on voulait dire aussi avec Dino, c'est que
affirmation de soi en tant que sujet par la parole anticoloniale et historique, c'est pas juste aussi une affaire de discours, je disais tout à l'heure. C'est aussi un style de vie. Un style de vie qui s'enracine dans des dispositifs sociaux que partagent ces gars-là. Il y a un dispositif où la culture de la rue est très présente. Le Nouchi est très très présent dans ses discours, ce langage des ghettos. La culture aussi de la violence des ghettos y est également très présente, mais aussi, je le disais tout à l'heure, la violence des structures syndicales comme celle de la FESI, qui a été un vecteur majeur d'apprentissage de cette parole-là. Et au fond, c'est peut-être ça que je voulais souligner pour terminer, c'est que ce processus que l'on décrit maladroitement sans doute par cette notion d'émancipation, c'est pour ça que je mettais des guillemets, peut-être vaudrait-il mieux le décrire avec cette notion foucaldienne d'assujettissement, parce que Foucault, lorsqu'il parlait d'assujettissement, l'entendait aux deux sens du mot, c'est-à-dire assujettissement au sens d'affirmation du sujet, ce dont on vient de parler, mais aussi évidemment assujettissement au sens de subordination à un ordre, à une discipline particulière qui est inscrite jusque dans la morale, comme il l'a bien écrit à propos de la morale sexuelle. Et en fait, dans nos recherches, on a essayé de voir avec Dino justement comment ce processus d'assujettissement touchait à cette ambivalence même par sa présence jusque dans le corps même des orateurs, qui ont été façonnés aussi par le dispositif. Je ne vais pas entrer dans les détails, on vous donnera le papier qu'on a publié dans le numéro de politique africaine sur les parlements de la rue, mais on voit bien qu'il y a un dispositif hiérarchique, pyramidal, très structuré, dans lequel ces orateurs doivent faire leurs preuves, y compris sur le plan rhétorique. Au Burkina, on a aussi ça désormais, avec les concours de rhétorique, avec des rivalités qui se jouent au sein de ces appareils de mobilisation, et puis des statuts qui se négocient, qui se conquièrent par, non pas la force des armes, mais par la force de la parole et les capacités oratoires des uns et des autres, jusqu'à devenir professeur d'histoire en chaire de la Sorbonne. Là, c'est vraiment le statut, c'est professeur d'université plus, quoi, quand on est là. Voilà. Et donc ça c'est quelque chose d'important, mais ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est que ce dispositif, il est extrêmement contraignant, il est aussi extrêmement violent. Ce sont des structures de type paramilitaire qui ont, par après, vous le savez, notamment lors de la guerre d'Abidjan en 2010-2011, versé dans la milicianisation pure et simple, puisque ces orateurs dont on parle, ils ne sont pas restés les bras ballants, ils sont aussi, pour une partie d'entre eux, allés sur les barrages pour tuer des gens. Donc c'est un appareil de contrôle extrêmement puissant qui produisait cette parole, mais qui aussi l'attestait. Dino parlait de régime de vérité. Qu'est-ce qui fait que des paroles comme ça, qui peuvent être effectivement a priori ésotériques, je dirais au regard des canons historiographiques de l'histoire académique, qu'est-ce qui fait que cette histoire-là, elle devient vraie? C'est pas juste en disant c'est ça qui est la vérité. C'est parce qu'il y a un dispositif qui produit et qui atteste de ce régime de vérité, avec des techniques de gouvernement des autres et de gouvernement de soi, comme disait Foucault, qui sont aussi au cœur de cet assujettissement-là. Et alors, la question que l'on posait avec Dino à la fin de notre article, et que l'on vous pose aussi parce qu'on n'a pas la réponse, c'est qu'est-ce qu'il advient de ce discours de l'émancipation, je dirais historicisé, qui puise à ces registres historiques, dès lors que ce dispositif a disparu. Dès lors que ce dispositif de la parole patriotique a été rasé, puisque le premier acte du gouvernement Ouattara après la fin de la guerre, ça a été de raser la Sorbonne du Plateau, de raser tous ces parlements patriotiques et d'y instaurer de nouvelles enseignes commerciales. C'est tout un symbole aussi. Donc, qu'est-ce qu'il advient de ça? Certains, Dino les a pistés, les orateurs sont allés faire leur business dans les églises de réveil, tu l'évoquais. Il y a d'ailleurs des choses intéressantes à observer ici, puisque s'il y a des connexions aussi fortes, peut-être, c'est une hypothèse, entre ce registre anticolonialiste de gauche, a priori, et des églises de réveil qui sont quand même a priori assez éloignées de cela, c'est aussi parce que, mais ça Marie nous corrigera peut-être, qu'il y a des échos puissants avec toute cette thématique de la délivrance que portent aussi ces églises de réveil-là. Enfin, c'est une hypothèse qu'on peut discuter. Donc la question qu'on pose, c'est ça, à la fin de notre papier, qu'est-ce qu'il advient
de ce registre de l'émancipation qui avait pris ses atours d'une lecture anticoloniale de l'histoire africaine, finalement, dès lors que le dispositif a disparu? Est-ce que le registre de l'émergence, de la croissance économique que promeut désormais le gouvernement Ouattara peut servir de substitut à ces nouvelles écritures africaines de soi? Peut-être, on n'en sait rien. De toute façon, c'est aux Ivoiriens de nous le dire et d'écrire leur propre histoire. Merci beaucoup.